Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je suis dans un contexte un peu particulier puisque aujourd'hui, je suis dans une voiture, une Twingo Lormoto, et je suis accompagné aujourd'hui de Sébastien Rollo. Bonjour Sébastien. Bonjour. Enchanté. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que tu vas nous présenter un petit peu ton parcours et puis surtout nous présenter leur moto que j'ai découvert il y a quelques mois et je suis sincèrement admiratif de ce projet. Donc, je suis très content de te rencontrer aujourd'hui. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux te présenter? Merci. Donc moi je suis Sébastien, je suis le président et cofondateur de Lormoto, qui est un néoconstructeur automobile dont l'activité est de produire, alors ça va paraître un peu prétentieux quand on l'écoute et qu'on voit pas l'auto, mais la première voiture électrique durable et garantie à vie de la production automobile mondiale. Donc on est dans une espèce d'exclusivité mondiale en fait, ici même. Et alors, on va y revenir, mais avant d'aller en détail sur qu'est-ce que leur moto et toutes ses particularités, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours? Alors, il est riche. J'ai vu que tu étais passé par les systèmes d'information, l'agriculture, etc. Mais finalement, comment on peut expliquer que ton parcours t'a amené à créer leur moto en 2020? Il n'y a pas d'explication cohérente. Enfin, je peux livrer une explication qui semble cohérente, mais je crois que c'est 30, même plus que ça, c'est plus de 30 années de vie. J'ai toujours été passionné par les voitures depuis que je suis tout petit. Je connaissais les fiches techniques des autos sur le bout des doigts, et cette expertise, d'une manière générale, m'a conduit à acquérir une grande culture, c'est un peu présomptueux, mais une culture assez significative du monde de l'auto, de ce que ça pouvait représenter pour les gens d'une manière générale, en fonction de du poids statutaire, de ce qu'on en fait, de ce qu'on veut montrer, etc. Donc, moi, j'ai toujours bien aimé les voitures sportives, mais pas que. Et je pense que cette conscience globale sur le sujet est un des moteurs de fond de cette entreprise, de cette activité. Et pour être plus précis, si on veut remonter à la genèse, deux mots sur mon parcours, mais c'est pas très intéressant en fait. J'ai fait plein de trucs, beaucoup d'informatique. Tu as dit j'ai été agriculteur, j'étais directeur de système d'information. J'ai fait comment on appelle ça, du management de transition dans plein de boîtes. C'est un parcours. Et puis un jour, je travaille pour une boîte dans la transition énergétique. L'idée, c'était de faire de l'énergie avec des déchets de coupe de haies pour faire des pellets, du biochar, des trucs comme ça. Et cette expérience m'a sensibilisé à ce que c'était que l'énergie. Globalement, c'est quoi l'énergie et les ordres de grandeur? Point 1. C'était début 2018. 2018, c'est une année assez charnière parce que en 2018, on a tous en tête un événement assez connu en France qu'on commence à oublier, mais il y a des petites résurgences de temps en temps. Sur la fin de l'année, il y avait des ronds-points qui étaient envahis par des gens habillés en jaune, Tout à fait. avec Vraiment. avec un truc de fond, hein, qui était un malaise de fond, qui était le prix du carburant, c'est vraiment le déclencheur, le prix Bien du sûr. carburant, et qu'on dise à cette population globalement de gens pas très argentés, enfin pour qui le prix du carburant était un vrai problème, que de toute façon, dans quelques années, et assez proche, en plus ils pourraient plus aller travailler avec leur voiture, les fameuses zones à faible émission. Il est venu se cristalliser autour de ça plein de trucs. Mais le point de départ du mouvement des Gilets jaunes, ça a été, à mon avis, ces deux informations. Et moi, à ce moment-là, j'avais fait beaucoup de kilomètres en 2018 avec mon véhicule. Même si je gagnais correctement ma vie, j'ai été très sensibilisé au prix du carburant, et encore, aujourd'hui, c'est pire. Et pourtant, ça flambe Ouais, pas c'est autant. ça qui est dingue. C'est Tout ça, à on fait. s'est presque habitué. Ouais, alors pour l'anecdote, nous sommes en septembre 2023, donc effectivement, on est sur un prix au litre qui est aux alentours de 2 euros, quel que soit le Ouais, carburant. Et en plus, le gouvernement vient d'autoriser, à partir du 1er décembre, si je me trompe pas, l'autorisation de vendre à perte le carburant. Donc voilà, de là où vous nous écoutez, voilà notre contexte. et donc, je me dis, je vais m'acheter une voiture électrique. Et si on se remet en 2018, en France, voire en Europe, hein, il y a deux voitures électriques. Donc la Zoé, et puis mettons là peut-être la 206, Non, non même la pas. Zoé, Ouais. oui, et la Tesla Model S. C'est tout.
Nissan Leaf de manière epsilonesque. Et il n'y a pas le réseau de recharge qu'on constate aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réseau de recharge en 2018. Ça n'existe pas. Donc je regarde ces deux autos et il y en a une qui correspond pas à mon usage parce que je roule beaucoup et l'autre qui correspond pas à ma bourse parce qu'elle est quand même très chère. Bien sûr. Bon, bah no way. Mais je continue à gratouiller comme ça. C'est quoi une voiture électrique? Et puis c'est marrant, mais je regarde, je tombe sur des vidéos sur YouTube d'une boîte aux États-Unis qui transforme des combis, des Beetle, des Porsche. Et je dis ça, c'est marrant. Le mec, il doit être calé et tout. Puis je regarde une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 10 vidéos. Je suis putain, mais ça a pas l'air sorcier en fait. Et je tombe sur un gars qui fait à peu près la même chose au Royaume-Uni. Et lui, il faisait ça sur des Ferrari et la même chose. Donc des Ferrari électriques, quoi. Ok. Je vois ça et je me dis, mais c'est vachement pas sorcier en fait. À ce point-là. Ah ouais. Bah la preuve, je l'ai fait. Mais tu vois, de l'extérieur, je me dis que c'est extraordinaire. Bah ouais, mais en fait, c'est pas si complexe que ça. Et donc, je me dis c'est intéressant. Et en même moment, en France, il y a un mouvement qui se crée, qui parle de ça. Ouais. Sauf que, de mon point de vue, ils veulent faire de ce qu'on appelle du rétrofit. Donc, changer la chaîne de traction d'un véhicule thermique pour la mettre en électrique. Mais c'est pas légal. Oui, la réglementation, ouais, tout à fait. La réglementation en 2019 ne l'autorise pas. Et moi je dis c'est pas légal, c'est pas un business. Et je garde ça on dit on verra. Il se trouve que ce groupe en France s'est réuni au sein d'une association qui est l'association des rétrofiteurs. Et tour de force incroyable, fait passer dans la loi l'homme en décembre 2019 ce qui deviendra en mars 2020 l'arrêté rétrofit. Et donc là, c'est légal, donc ça devient un business. Oui, et puis en plus, ce qui est dingue, c'est la rapidité finalement à laquelle ils ont réussi à faire, peut-être obtenir ça, non? Ouais, puis je pense qu'ils sont, sans faire de politique, je pense que les équipes gouvernementales en place, à l'époque et maintenant, sont assez réceptives pour faire des nouvelles choses. Du moins, les gens sont assez accessibles. Il faut y aller avec de bonnes raisons, mais ils sont assez accessibles. Et on se remet dans le contexte du coup de ce moment-là. En fin 2019, on a à peine une grippette en Chine. Oui, tout à fait. Ouais. On en parle à peine. Moi, à ce moment-là, je suis en management de transition dans une grande boîte. Et en janvier, il y a une usine qui s'arrête. Le seul truc qui vient de Chine, c'est des cannes pour bagages. Et c'est une usine dans ces boîtes-là, ça ne s'arrête jamais. C'est pas possible. C'est l'industrie du luxe, ça peut pas s'arrêter. Et on sait, nous, en début février 2020, que tout va s'arrêter. Alors que le contexte général, c'est pas ça. A commencé en Chine, ouais, tout à fait. Le contexte général, c'est pas ça. Hein. Et donc je sors de cette. Ils arrêtent tout le monde, hein, et puis ils sortent tous les externes. Mais là, on est d'accord que même si l'usine est arrêtée en Chine, toi, t'es en France, mais je suis en France, mais on a ces informations-là dans le groupe. C'est le groupe Vuitton, donc c'est pas un petit groupe, hein, et ils agissent. Enfin, il y a rien à reprocher à ce qu'ils ont fait. Et je me retrouve, comme tout le monde, confiné chez moi le 15 mars, avec rien à faire. Donc j'organise la vie à la maison. J'ai 4 enfants, des vidéos pour des ordis pour tout le monde, chacun dans un espace pour que tout le monde puisse travailler, les cours. Et puis moi et puis je me replonge, je me fous à mon bureau et je me replonge dans mes notes, mes idées, etc. Et pendant 2 mois, j'écris le projet. Incroyable. Parce que, le décret, tu l'as vu ou t'étais en veille dessus ou comment ça s'est... Non, je l'ai écrit pendant le Covid. Mais je veux dire, le décret qui autorisait le rétrofit, parce que ça... non, mais comme c'était dans la loi, l'homme qui est sorti le 24 décembre 2019, c'était plus qu'une question de temps de publication du décret. Donc on savait que ça allait devenir légal et que de toute façon, c'était dans les tuyaux, enfin ça allait sortir. Donc le fait que ça sorte le 15 mars et qu'on soit confiné le 15 mars, ça c'est une énorme coïncidence. Mais il se trouve que voilà. Donc j'ai écrit le projet et je voulais faire de l'industrie, je voulais pas faire du rétrofit, je voulais pas faire de la voiture à l'unité, je voulais pas faire du vintage parce que j'ai la conviction que si nous voulons changer quelque chose
à ce qu'on appelle le réchauffement climatique, la transition énergétique, enfin tous ces trucs-là, il faut agir en volume. Il faut pas faire d'actions ponctuelles. Il faut qu'on puisse faire des trucs qui pèsent. Et donc, pour faire des trucs qui pèsent, il faut faire des trucs à l'échelle. À l'échelle. Donc, le projet dessiné, le projet de Lormoto, c'est une aventure industrielle de transformation de véhicules thermiques en véhicules électriques et pas à l'unité. Enfin, à l'échelle de grandeur, c'est des unités de production qui produisent 3000 voitures par an et qui sont réplicables. Voilà. Et puis, quand je finis d'écrire mon truc en mi-mai, je présente ça chez moi, personne comprend rien, mais ma femme me dit, bon, faut que tu creuses. Et donc, je passe je sais que je peux pas le faire tout seul, et donc je passe un coup de fil, je rencontre quelqu'un qui est devenu mon associé en un mois et demi, avec qui j'ai créé Lormoto, et donc Franck Lefebvre, qui est mon associé historique, a amené sur le projet un mot que je n'avais pas moi dans mon vocabulaire, qui était la durabilité. J'avais la vision industrielle, j'avais la vision technique, je savais que je voulais faire des petites voitures, parce que si on me faisait des grosses, il fallait beaucoup de batteries, etc. Et que ça servait pas à grand chose. Mais j'avais pas câblé la durabilité. Et donc, on a câblé le projet industriel, on a calqué le projet industriel et la notion de durabilité ensemble, ce qui nous amène à l'équation de l'usage versus la possession. Bien sûr. Et toute l'aventure part de là. Et parfaite transition. Et justement, qu'est-ce que Lormoto aujourd'hui, après toutes ces réflexions, ces rapprochements depuis mars 2020? Qu'est-ce qui s'est passé en 3 pas ans? En 3 ans, mais justement, où on en est aujourd'hui, parce que là, on est dans cette fameuse Twingo Lormoto. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est précisément aujourd'hui pour ceux qui découvrent Lormoto? Lormoto, c'est une Lormoto, c'est une voiture, quelle que soit sa marque en fait, parce qu'aujourd'hui c'est une Renault Twingo historique, première version, mais ça pourrait être un Kangoo, ça pourrait être une Clio, ça pourrait être une 107, ça pourrait être une 206. Une Lormoto, c'est un véhicule avant tout durable, qui est conçu pour rouler, pour être exploité pendant 20 ans. Donc c'est la fin des voitures jetables. C'est un cycle d'exploitation où nous, entreprises, garantissons, et c'est là qu'on tire le gain de nos propres facteurs de productivité, garantissons que on va la faire rouler très longtemps, parce que c'est là qu'on fait de l'impact en transformant moins de matière. Il faut bien se rendre compte que quand on fabrique une voiture, je vais revenir en arrière. Pour essayer d'expliquer ce que je pense être le problème du réchauffement climatique, je me suis défini une petite équation. Matière plus énergie égale produit plus déchets. Dans déchets, on met plein de trucs, y compris les fameux gaz à effet de serre. Mais il y a aussi les déchets de minerais, les déchets d'hydrocarbures, tout un tas de trucs. Si on se dit qu'on veut produire moins pour dépenser moins d'énergie, parce que c'est la dépense d'énergie qui génère de la chaleur, etc., il faut transformer moins de matière. Et réutiliser l'existant. Et donc nous, quand on a mené ce projet d'abord sur la base de la Twingo, on a fait la preuve, et c'était le truc qui était très important, de faire la preuve qu'une voiture qui avait 30 ans de conception, une fois qu'on lui a fait subir cette transformation, qui est globale, parce qu'on garde en fait l'acier et le verre, tout le reste est changé. On change, on repeint l'intérieur, on change les mousses des sièges, on change la chaîne de traction, c'est électrique, on refait les suspensions, on refait la peinture s'il faut. Enfin, une voiture quasi neuve. Et en fait, on fait la démonstration. Elle fait plus de bruit, elle vibre plus, elle est confortable, elle est cool à l'intérieur, elle est plutôt jolie. Tout à fait. Moi, je le dis, mais c'est pas moi. Il n'y a pas que moi qui le dis. Non, mais je confirme, elle est jolie, et c'est un petit clin d'œil aussi au design des années 90 qui était assez rigolo finalement. Elle est connectée, c'est-à-dire on fait de la maintenance préventive. Elle est augmentée dans la mesure où on lui a ajouté des radars de recul et des capteurs d'angle mort. Elle est prête pour circuler dans un environnement urbain. Et c'est ça une Lormoto. C'est un véhicule qu'on a réutilisé, transformé et rendu actuel par rapport à son temps. Et donc là, aujourd'hui, vous avez fait la Twingo génération 2. Alors, c'est la Twingo 1
Phase 2. Phase 2, ok. C'est pas la Twingo 2. Oui, effectivement, c'est le design de la première génération. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et ce que j'allais te demander, c'est, maintenant vous avez eu un peu d'historique et tu l'évoquais tout à l'heure quand on discutait avant l'entretien, il y a 28 000 Twingo de ce modèle-là qui sont allés à la casse en 2021, si je me trompe pas. C'est ça, 28 500, oui. Et donc, il y a un potentiel déjà assez conséquent, j'imagine, pour les années à venir. Mais combien de temps ça vous demande de repenser tout l'intérieur d'une voiture, tous les éléments, parce qu'en plus, vous avez un équipementier qui est Faurecia, si je me trompe pas, qui travaille avec vous sur repenser tous ces éléments-là? Alors, il y a plein de questions dans cette question. Et il y a plein de sujets. Ouais. Donc, combien de temps ça nous a pris? Ça nous a pris 3 ans. Mais on a pensé 90% de ce qu'on fera dans toutes les autres voitures. Ok. Donc maintenant, ça va être une mise à l'échelle d'exécution sur d'autres modèles. Bien sûr. Tous les travaux qu'on a menés avec Faurecia sur les sièges, l'intérieur et le chauffage, c'est des travaux qu'on va pouvoir factoriser. Donc il y a peut-être qu'on pourra pas tout réutiliser, mais typiquement on a sur les panneaux de porte, il y avait du tissu qui était dégueulasse, décollé, etc. Aujourd'hui, on colle des plaques de lin thermoformé, du lin produit en Normandie. Et ben cette technique-là, on va la réutiliser. Les formes vont changer, mais on va réutiliser cette technique une fois pour. Que la technique est développée, c'est ça. Simple. Et en fait, on sait ce qu'on veut faire. Donc, on a beaucoup travaillé avec eux. Ils nous ont énormément soutenus. Parce qu'ils nous ont mis à disposition des équipes d'ingénieurs qui nous ont permis de retravailler l'intérieur, qui était un vrai problème en fait. On a très vite constaté à l'usage que la voiture était très chouette à conduire. Par contre, si on travaillait pas à l'intérieur, on n'avait pas le facteur d'attractivité qui faisait le déclencheur. Ouais, tout à fait. Il manquait la désirabilité. En fait, si on fait pas l'intérieur, on roule dans une vieille bagnole électrique. Et ça, on voulait pas. Ouais, ça je confirme, vu qu'on est à l'intérieur, les sièges sont hyper confortables et l'habitacle est sympa, tout simplement, on s'y sent bien, quoi. Et ça, c'est une vraie performance. Et donc, possibilité de le faire sur d'autres modèles, mais bon, aujourd'hui, la question, c'est quand est-ce que leur moto sera disponible, parce que là, pour l'instant, vous êtes dans la phase de communication, et puis j'imagine de mise en place de l'industrialisation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet aspect-là? Alors, on est surtout sur la fin de l'homologation, qui est le prérequis à la mise sur la route. Donc, on a passé tous les tests techniques qui sont les mêmes que ceux passés par les constructeurs. À ceci près qu'on ne détruit pas la voiture, puisqu'on ne fait pas de modifications qui impliquent de redétruire une voiture. Mais sinon, pour tout le reste, c'est les mêmes que les constructeurs classiques. Donc, le blanc-seing est indispensable pour commercialiser. On en est aujourd'hui, on vient d'intégrer au mois de mai une usine de quasiment 3000 m2 où on va pouvoir développer nos process industriels. Et on veut en fabriquer 1500 l'année prochaine et 3000 l'année d'après. Passer de 0 à 1500, c'est un sacré challenge. Et donc, on invente un métier qui n'existe pas, qui est de déconstruire des autos pour en reconstruire des quasi neuves à la place. Et ça, il nous faut un tout petit peu de temps pour se mettre en exécution, en situation de réussir ce challenge. Mais on sait très bien que quand on va arriver à produire une voiture par jour, 2 voitures par jour, 4 voitures par jour, après, c'est qu'une réplication du process et que notre scalabilité est pas du tout impactée. Ok, excellent. Donc, tu nous as parfaitement présenté leur moto, mais on a peut-être aussi été un peu rapide sur toute la pertinence aussi de leur moto par rapport aux véhicules actuels. On les a un petit peu évoqués, les impacts sur tout ce qui est extraction de matière, tout ce qui est tout le gâchis, à chaque fois qu'on recrée une voiture, alors qu'on sait qu'il faut qu'on aille faire beaucoup plus de sobriété, beaucoup plus d'efficience aussi. C'est quoi, par exemple, le nombre de voitures qui sont en circulation dans le monde, et puis aussi le nombre de voitures qui sont produites chaque année? Alors, le nombre de voitures en circulation dans le monde, j'ai pas le chiffre exact, mais il est aux alentours de 1 milliard de véhicules. Peut-être un peu plus, sans doute un peu plus, mais c'est l'ordre de grandeur, c'est le milliard d'autos. Moi, j'entendais 1,5 milliard, mais bon, c'est le même. Non, mais c'est le même ordre de grandeur. On n'est pas à 10. Ce que je veux dire, on n'est pas à 500 millions. Ensuite, je connais un peu mieux le marché européen.
Donc sur le marché européen, il y a 260 millions de véhicules individuels qui circulent et on peut arrondir avec les utilitaires à pas loin de 280 millions. La décarbonation de tout ça, que ce soit aujourd'hui, la seule voie intelligible pour passer au zéro émission en phase d'usage, c'est de tout remplacer par du neuf. Mais ça implique de tout remplacer, de jeter 280 millions de véhicules. Alors, ça fait un sacré volume. Et si on prend l'hypothèse que chaque véhicule fait en moyenne 1,50 m de haut, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est plus. Si on les empile les uns sur les autres, c'est supérieur à la distance Terre-Lune à son apogée. Voilà ce qu'on doit jeter dans les 25 ans qui viennent. Jeter. Hein. Juste pour la France en plus. Ou l'Europe. Non, l'Europe. Le marché européen, c'est 16 millions de nouvelles voitures tous les ans. Et à l'échelle mondiale, on est aux alentours. Oui. C'est dingue la capacité de production qu'on a encore pour faire des trucs. Alors c'était moins pendant le Covid, 90, peut-être que c'est un peu moins, ça sera peut-être 88. Bon, après je laisse les prévisionnistes auto faire leur boulot, puis c'est pas mon job, puis je veux pas fabriquer de voitures neuves. Mais et donc nous on dit c'est pas possible de tout jeter. C'est pas possible de tout jeter. Et on fait la preuve que réutiliser une partie de la carcasse, la carcasse d'ailleurs, c'est parfaitement viable. J'ai une autre anecdote qui me permet de fixer souvent les esprits. C'est l'analogie en fait avec l'habitat. L'analogie avec l'habitat, c'est qu'on investit une somme importante où on va payer pendant 1 ou 2 décennies nos biens immobiliers pour qu'ils nous appartiennent. Et en contrepartie, on espère qu'au bout de ce temps-là, soit on a le bien qui est acquis, mais si on veut le céder pour partir, etc., on va pas perdre d'argent, c'est de l'épargne. Bien sûr. Mais pour que votre bien immobilier ne perde pas de valeur, il faut avoir réinvesti dans la déco, dans l'électricité, dans les nouveaux modes de chauffage, etc. À intervalles périodiques. Si on veut changer le mode de chauffage d'une maison, ou versus la motorisation de la voiture, ou la déco intérieure de la maison, versus le style d'une voiture, parce que les styles des autos vieillissent. Bien sûr. Il ne vient à personne l'idée, en Europe, aux États-Unis oui, mais en Europe, il ne vient à personne l'idée de mettre un coup de bulldozer dans la baraque. Donc il n'y a aucune raison qu'on le fasse avec les autos. Clairement, oui. Et c'est ultra significatif comme des habitudes qu'on a de consommer. C'est-à-dire que l'âge de parc du véhicule augmente parce que les gens n'ont plus les moyens d'acheter des véhicules qui sont de plus en plus chers, très techniques, de plus en plus chers, très belles voitures. Enfin, il n'y a pas de... Mais ça correspond... Enfin, il y a un espèce de schisme qui est en train de se faire entre le potentiel des consommateurs financiers, la valeur des autos, et puis les tombereaux d'argent public que l'État est obligé de déverser dans l'économie pour que tout ça se renouvelle. En plus, avec des véhicules qui sont pas forcément très pertinents. L'augmentation, alors les textes qui sortent là, c'est la preuve qu'il y a quand même une prise de conscience significative au niveau du gouvernement, où on va commencer à taxer des véhicules de plus en plus lourds, donc la jauge diminue. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps, c'était 2 tonnes ou 2 tonnes et quelques, là ils vont descendre à 1800 ou 1700 kilos, je sais plus, ou 1600. Donc là, ça va commencer à jouer dans les brancards, parce qu'une Zoé, ça fait 1600 kilos. Ah oui, une Zoé, 1600 kilos. Une Zoé, ça fait 1600 kilos. Attends, donc, mais j'ai l'impression que, tu vois, genre, par exemple... Une 208 électrique, ça fait 1500 kilos. Hein. Attends, mais genre un SUV, là, je regardais, là, c'est... Bah, je voyais sur le côté de la porte, là, 1,5 tonne, mais c'est pas le bon indicateur. À mon avis, c'était pas un SUV électrique, ça. Ah oui, non, effectivement, c'était un SUV thermique, mais c'est déjà énorme, je trouve. Mais alors qu'une Zoé soit plus lourde qu'un SUV, tu me choques. Mais il y a 350 kilos de batterie dans le plancher de la Zoé. C'est une Clio qui fait 1250 kilos. À laquelle on a rajouté à laquelle on a rajouté 350 kilos de batterie. Donc ça fait 1600. Je veux dire, il n'y a pas de mystère. C'est que des maths. Hein. Non, mais c'est juste qu'en termes de taille, de vision, comme ça, tu peux pas te douter que ce soit aussi lourd que ça, quoi. Incroyable. Donc je sais plus où je disais, mais si je reprends cette histoire de poids, et donc avec une Zoé, quand vous avez une Zoé, effectivement, vous pouvez faire 350 km, mais vous les faites jamais, ou quasiment jamais. Et vous en servez surtout pour aller bosser, tous les jours. Donc on a une voiture qui fait... et c'est une très belle voiture, je condamne pas du tout, je critique pas du tout la Zoé. Hein. Ce que je veux dire, c'est que globalement, les gens circulent entre 25 et 50 km par jour.
La moyenne est à 25. On peut se dire qu'on peut doubler la moyenne pour être sûr. Et ça va rarement au-delà, quotidiennement parlant. Nous, on a une auto qui fait 100 km. Et on a donc doublé ce que j'estime être déjà un niveau de sécurité. Mais rarement, on fait plus de 100 bornes par jour. Il faut perdre l'habitude de caper nos besoins par rapport au pic d'utilisation qu'on a, versus de quoi on a besoin tous les jours, sans contenter, mais il faut qu'on fasse tous des efforts. Et nous, ce qu'on fait, ce qu'on veut aussi dire, c'est que pour qu'on travaille autant, pour que la voiture soit cool, c'est que si on veut que ça marche, cette transition, faut pas qu'on ait tout le temps l'impression de se faire mal. C'est pour ça que c'est intéressant que la bagnole soit sympa à conduire. C'est pour ça que c'est intéressant que la bagnole soit propre, qu'elle soit quasi neuve, parce qu'on se fait pas mal quand on roule dedans. Donc c'est un plaisir. Donc on peut faire un effort si en plus on se fait plaisir. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, chez Circulab, on a une espèce de grille de lecture, qui rejoint celle des designers, hein, c'est faisabilité, viabilité. Bon, là, on est complètement dedans. Et désirabilité. Et ça, souvent, dans les projets dits de transition, qui se veulent un petit peu plus ambitieux, on oublie ce côté désirable. Est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est ergonomique? Est-ce que c'est esthétique? Et là, je trouve que vous l'avez bien pris en compte, cet aspect-là, quoi. C'est plus facile que pour les toilettes. Évidemment. Les toilettes sèches, c'est ultra écologique, mais c'est dur à démocratiser. On est d'accord. Non mais très bon parallèle. Mais on est d'accord que c'est un paramètre qu'on peut pas ignorer. Et alors, autre aspect, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on insiste dessus, c'est souvent, et c'est là où je trouve que leur moto vraiment cocher toutes les bonnes cases d'un projet circulaire pertinent, c'est que non seulement vous refaites avec l'existant, mais en plus, les particuliers, on va se limiter là, on va pas parler des collectivités qui sont aussi vos clients potentiels, ne deviennent pas propriétaires de la voiture. Non, ça c'est l'aspect en préambule, je parlais d'avoir collé la notion de durabilité. C'est ce qui nous amène à un système, un business model qui est complètement différent de celui de la vente de la voiture à 0 km. Un constructeur, il vend sa voiture, il a gagné son argent, il s'arrête. La voiture est garantie 2 ans, éventuellement un peu plus s'il paye, mais voilà, il a gagné son argent, c'est terminé. Nous, on fait pas ça. On considère que si on veut être efficace, il faut que le véhicule soit garanti à vie. Pour qu'il soit garanti à vie, on peut pas le vendre. Parce que si on le vend, si on en cède la propriété, de facto, on autorise le fait qu'on jette la voiture, que quelqu'un puisse la jeter. Parce qu'il s'est presque toujours fait dans l'histoire de l'industrie automobile. Et en faisant ça, on est obligé, nous, de mettre en place des processus qui nous imposent de pouvoir exploiter la voiture sur 20 ans. Donc un niveau de qualité élevé, une modularité ultra importante, on peut réparer n'importe quelle pièce de la voiture, il n'y a rien de soudé nulle part, y compris dans les batteries, on peut tout dévisser, changer, etc. C'est ultra important pour que notre investissement dure longtemps. Et donc il faut qu'on passe d'une économie de la possession à une économie de l'usage. C'est notre mantra. Et c'est ça qui est assez génial, et c'est que souvent nous, on insiste sur le fait de d'abord concevoir le business model. Évidemment, c'est ce que tu as fait. Et que une fois qu'on a défini le business model, ça va avoir des impacts sur tout le design du produit et tous les exemples d'assemblage sans colle, etc. que tu évoques. C'est l'illustration parfaite du début à la fin d'un projet qui est nickel, quoi. Donc un grand bravo pour ça déjà, même si j'imagine qu'il y a encore pas mal d'étapes avant que tu arrives à tous les objectifs que tu t'es fixés pour leur moto. Le plus grand défi, je pense que, alors sans dire que les 3 années qu'on a passées ont été des années faciles, je pense que c'était pas le plus compliqué. Je pense que le plus compliqué, c'est il y a 2 points qui sont très compliqués, c'est la production et la scalabilité de la production, l'indus en fait. Et le deuxième point qui est important, c'est la manière dont on va réussir à financer ces voitures, parce que ça peut paraître séduisant de dire qu'on va louer la voiture, mais il faut bien qu'on la paye. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à l'instant T, quand on la fabrique... Ce modèle de location, il est dur. À l'instant T, quand on la fabrique, nos fournisseurs, eux, ils se font payer. Bien sûr. Donc, si la voiture nous coûte, je sais pas, mettons 20 000 euros, moi, il faut que je les sorte. Donc, il faut que je les paye. Et donc, ça, il y a une histoire de notion de finance durable derrière dont on parle chez Leur Moto de manière très active, qu'on essaie de construire, qui est un vrai challenge. Et ça, tu le fais, alors je tiens pas à avoir des contacts ou quoi aujourd'hui, c'est simplement
vous essayez de faire une sorte de conglomérat avec d'autres ou sur ce sujet-là? On essaye d'intéresser des gens de la finance au fait de financer le véhicule sur toute sa période d'exploitation, enfin sur une partie de sa période d'exploitation, globalement sur la première partie, 10 ans, et on paye cher. On paye des intérêts assez élevés, c'est l'idée. C'est la finance, les financiers, ils sont là pour gagner de l'argent, mais ils prennent le risque de nous accompagner sur 10 ans. Bien sûr. Donc l'idée, c'est de constituer des fonds d'investissement qui vont financer des lots d'auto, et que ces lots d'auto, on les exploite et puis on rembourse, on paye l'argent. Oui, mais au moins que ça se fasse juste avec un intermédiaire et à des tarifs un petit peu plus abordables, quand même. Maîtrisé, bien vu. On va arriver à la fin de notre entretien. Deux petites questions en tant que dirigeant. Quels sont les paramètres auxquels tu fais le plus attention quand tu prends une décision? Bon, ça, c'est une question vachement difficile. Mais tu as évoqué tout à l'heure l'aspect durabilité qui avait été évoqué ajouté par ton associé. Toi, tu avais peut-être plus pensé la partie industrielle, si je me trompe pas. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres comme ça qui pourraient venir impacter ta prise de décision? Il y a énormément de paramètres qui viennent impacter la prise de décision. On voit en 24 heures, on a eu la publication de la nouvelle la nouvelle forme de la loi de finances de la mobilité pour l'année 2024. C'est sorti là. Je veux dire, dedans, il y a énormément de révolutions. Et ça impacte. Alors, on n'est pas tout à fait étranger à ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, j'ose le penser, mais ça impacte énormément notre vision et la manière dont on va le faire. Oui. Surtout que ça concrétise pas mal de choses que vous souhaiteriez, quoi. Ouais, et puis c'est un driver. C'est-à-dire le driver économique, c'est le premier driver. Si on ne sait pas financer nos autos, on n'y arrive pas. Ou alors on va les vendre. Bien sûr. Parce qu'on veut pas. Mais finalement, peut-être qu'on sera obligé de le faire. Mais personne ne le souhaite, en fait. Si on veut vraiment, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont pris qui sont bien dans ce paradigme-là. La loi de finances 2024, elle fait intervenir l'ADEME, elle fait intervenir dans le fait qu'on finance, qu'on subventionne les autos, qu'on prenne en compte les émissions de CO2 d'une manière générale, qui est finalement la consommation d'énergie à la fabrication et non plus juste à l'usage. C'est absolument révolutionnaire. Et donc nous, ça rentre pile poil dans ce qu'on fait. Et ça, c'est du pain béni. Enfin, pour nous, c'est un énorme driver. En même temps, vous avez coché toutes les cases du bon sens et qui enfin devient. Il y a un autre driver qui est ultra important dans ce qu'on fait, c'est d'où vient ce qu'on met dans la voiture. Nous, moi, je dis toujours local, français, européen. Si on trouve pas, on est dans la merde. Bien sûr. Donc on est dans la merde, puisqu'il y a des morceaux qui, inévitablement, ne serait-ce que les cellules des batteries, proviennent forcément d'Asie, quelques autres composants, mais même quand j'achète, je sais pas, des prises haute tension, des machins, etc., c'est tout de même manufacturé en Asie. J'ai pas le choix. Oui, bien sûr. Donc il faut composer avec ça, mais notre objectif, c'est de relocaliser la production le plus possible sur le territoire européen. Tu évoquais les formes en lin, déjà c'est une bonne illustration de le faire en plus localement, vu que vous êtes basé en Normandie, quoi. Ouais, et puis c'est de l'emploi, local. On fait plus travailler les gens à l'autre bout du monde. C'est vraiment de l'emploi à la porte de chez nous, à valeur ajoutée. Clairement. Et dernière question, un peu prospective, un peu ambitieuse, mais tu as parlé de tes 4 enfants tout à l'heure. Mettons, si tu avais tes petits-enfants face à toi aujourd'hui, là, comment tu leur présenterais ton engagement à travers leur moto? Alors ça, je sais pas, je pense que je vais répondre à côté, mais je vais quand même répondre. Il n'y a pas de bonne réponse, rassure-toi. Mais d'abord, une chose est sûre, c'est que j'aurais pas honte. J'aurais pas honte parce que j'aurais essayé un truc. Que j'y arrive ou que j'y arrive pas. Bien sûr. J'aurais fait un truc qui me semble pertinent, qui a du sens. Et puis, il y a plein de gens qui nous ont accompagnés. Et il y en a plein qui nous disent ouais, mais avec ce que vous faites, surtout quelqu'un qui nous a dit ça il y a 2 ans maintenant, il me fait je travaille avec vous et du coup ma fille elle a plus honte de moi. Incroyable. Et ça c'est important. Et
Et il faut pas le perdre de vue, ça. Dans les choses importantes qui nous conduisent à prendre des décisions, etc. Bien sûr. Ça, c'est important. Nous, on sait que on y arrivera, on n'y arrivera pas. Ça, c'est de la boule de cristal. Par contre, ce qu'on peut tous se dire, tous les gens qui ont participé de près ou de loin à cette aventure, c'est que quelque part, ils pourront être fiers de ce qu'ils ont fait. Clairement. Mais déjà, c'est un très très beau parcours que tu as fait, et, enfin avec toute ton équipe évidemment. Mais bravo, et surtout bonne chance pour la suite, et longue route à leur moto. Ben, merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci à toi aussi.